Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 9 octobre. Une actualité chargée et parfois tragique. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France donc, Emmanuel Macron cherche à reprendre le contrôle des prix de l'électricité en France et en Europe. Cette décision fait suite à la crise des boulangers de l'hiver dernier qui a mis en évidence les problèmes causés par la flambée des prix de l'électricité pour les petits commerces. La France souhaite se libérer du marché européen sans toutefois le quitter complètement. L'exécutif français envisage de plafonner les prix de l'électricité nucléaire en captant les bénéfices allant au-delà d'un certain seuil pour les redistribuer sous forme d'aide aux ménages et aux entreprises. Et d'après un récent sondage IFOP pour le journal du dimanche, Gabriel Attal est en tête pour succéder à Emmanuel Macron en 2027, suivi de près par Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Et le frère de la petite Lola, Jordan Davier, a brisé son silence un an après la mort tragique de sa sœur. Dans une interview accordée à Factuel, Jordan a exprimé son incompréhension. Il estime que la meurtrière aurait dû être expulsée conformément à son obligation de quitter le territoire français et il espère naturellement que justice sera rendue. Et en Corse, des attentats à l'explosif se sont produits cette nuit. Ces attaques ont touché une dizaine de bâtiments, principalement des résidences secondaires. Ces attentats surviennent 10 jours après la visite du président français en Corse, lors de laquelle il a proposé une forme d'autonomie dont les détails restent à préciser. Cette proposition a été saluée par la majorité territoriale, mais critiquée par un parti indépendantiste. Et on passe à l'actualité internationale avec la récente attaque du Hamas en Israël. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Aujourd'hui, nous parlons d'un choc majeur. Ce week-end, le Hamas, le mouvement islamiste de la bande de Gaza, a lancé une attaque surprise de grande envergure sur Israël, la plus importante depuis la guerre du Yom Kippour, il y a déjà 50 ans. Des centaines de combattants du Hamas ont franchi les frontières et déferlé dans plusieurs villes israéliennes, utilisant une pluie de roquettes dévastatrices avec une précision et une synchronisation militaire. La surprise de cette attaque met en lumière un questionnement torturant. Comment Israël, l'inoxydable forteresse où les services de renseignement sont pourtant reconnus pour leur efficacité, a-t-elle pu être prise au dépourvu? Pour le comprendre, il est essentiel de noter que l'appui international pourrait avoir joué un rôle central. Le Hamas, cette organisation paramilitaire et politique palestinienne, entretient des liens proches avec le Hezbollah, un puissant acteur politique et militaire au Liban. Par le passé, le Hezbollah a fourni au Hamas une expertise en matière d'entraînement militaire, en particulier dans le maniement des explosifs, renforçant ainsi la capacité du groupe à mener des attaques. Et le soutien du Hezbollah est lié à l'Iran, un acteur régional majeur qui entretient lui-même des relations étroites avec la Russie et la Chine. Mais avant d'approfondir là-dessus, place aux images. Israël s'est réveillé en état de choc dimanche 8 octobre, après que des combattants du Hamas ont tué des centaines d'Israéliens et enlevé un nombre indéterminé de captifs à Gaza. En réponse, le Premier ministre israélien Netanyahou s'est adressé à la nation, déclarant la guerre au Hamas. Le Hamas veut tous nous assassiner. C'est un ennemi qui assassine des enfants et des mères dans leurs maisons, qui massacre nos citoyens, y compris des enfants qui sont simplement sortis pour profiter des vacances. Nous les détruirons et nous nous vengerons puissamment de ce jour noir qu'ils ont imposé à l'État d'Israël et à ses citoyens. La réponse d'Israël ne s'est pas fait attendre. Des frappes aériennes israéliennes ont frappé Gaza pendant la nuit, tuant plus de 300 Palestiniens et détruisant des bâtiments, des tunnels et les maisons de responsables du Hamas. De nombreux pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, ont dénoncé l'attaque du Hamas. À la Maison-Blanche, le président Joe Biden a déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre, lançant un avertissement sans détour à l'Iran et à d'autres pays. Ce n'est pas le moment qu'une partie hostile à Israël exploite ces attaques pour obtenir un avantage. Le monde observe. Les avions à réaction ont repris leurs frappes sur Gaza dans la matinée
et les troupes ont mené des opérations de nettoyage autour de l'enclave sous blocus, notamment sur une base militaire dans la région de Zikim, qui avait été prise d'assaut samedi. Signe d'une possible escalade, l'artillerie israélienne a répondu à des tirs de mortier en provenance du Liban, et des frappes de drones ont touché un poste de la milice du Hezbollah soutenu par l'Iran, le long de la frontière septentrionale d'Israël. La dernière attaque en provenance du Liban renforce l'idée que, dans cette affaire, un réseau complexe d'alliances et de soutien, s'étendant bien au-delà des frontières de la Palestine, prend place en arrière-plan. D'ailleurs, l'assaut orchestré par le Hamas déclenche une véritable onde de choc, non seulement à travers le territoire israélo-palestinien, mais également à l'échelle géopolitique mondiale. En effet, le pouvoir accru du Hamas, qui résulte de son maillage avec le Hezbollah et par extension avec des puissances comme l'Iran, la Russie ou encore la Chine, positionne le groupe dans une situation complexe. Et alors qu'Israël, choqué, s'interroge sur ses propres failles sécuritaires et son avenir politique, le Moyen-Orient pourrait assister à un bouleversement de ses dynamiques de pouvoir. Par exemple, le soutien dévoilé des puissances régionales et internationales au Hamas pourrait potentiellement entraver les relations et les accords de normalisation d'Israël avec certains États arabes. Aussi, l'escalade de la violence entre le Hamas et Israël pourrait attiser les braises de conflits latents dans la région, déclenchant une réaction en chaîne aux implications imprévisibles. Alors la question demeure, jusqu'où ira cette escalade et comment la communauté internationale va-t-elle modérer cette crise montante? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony, et restons en Israël où le président Herzog s'est exprimé juste après les attaques du Hamas qui ont fait, je le rappelle, plus de 700 morts et plus de 2000 blessés. Nous avons vu nos ennemis s'en prendre à des enfants, a dit le président Herzog, à des personnes âgées, des femmes et des hommes sans aucune pitié. Ces actes abjects commis par le Hamas et un axe du mal basé en Iran ne peuvent pas être pardonnés, a conclu Herzog. Il a ensuite appelé le peuple à la solidarité. Selon le Wall Street Journal, des sources de sécurité en Iran auraient aidé le Hamas à planifier l'attaque. De son côté, le président iranien a réaffirmé son soutien à la Palestine. Il a également appelé les gouvernements musulmans à exprimer leur soutien à cette cause. L'Iran entretient des relations étroites avec les organisations islamistes dans le monde. Et en Afghanistan, un violent séisme a causé plus de 2000 morts. Des villages ont été durement touchés et les blessés sont également nombreux. Cet événement tragique se produit alors que l'Afghanistan est déjà confronté à une crise humanitaire grave suite au retour des talibans au pouvoir. Et on passe aux actualités sur la Chine avec un différend en mer de Chine, justement. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. On a observé une escalade en mer de Chine méridionale. Un navire des gardes-côtes chinois a failli entrer en collision avec un navire philippin s'approchant à 1 mètre de distance. Le navire chinois avait tenté d'empêcher le navire philippin de ravitailler ses troupes sur un atoll contesté. La Chine et les Philippines revendiquent toutes deux cet atoll comme leur propriété. Cette décision fait suite à une série de provocations de la part de Pékin. Les gardes-côtes chinois ont récemment déployé des barrières flottantes en mer de Chine méridionale dans le but d'empêcher les navires philippins de s'approcher du territoire contesté. Le mois dernier, un navire des gardes-côtes chinois a aspergé un navire philippin avec un canon à eau. La Chine a déclaré que cet acte était un avertissement pour les Philippines. Et du côté de nos voisins belges, des questions se posent autour du géant chinois du commerce Alibaba. Les services de renseignement belges affirment avoir surveillé une plateforme logistique de l'entreprise. Elle est liée à la plateforme de commerce en ligne AliExpress dans toute l'Europe. La plateforme a été inaugurée en 2018 lorsque le pays a signé un accord d'investissement avec l'entreprise. L'accord devait contribuer à stimuler l'économie belge et à combler le fossé commercial qui la sépare de la Chine. Cet écart a plus que doublé entre 2021 et 2022. Et en relation avec les soupçons d'espionnage, il y a un gros problème. En application de la loi chinoise, Pékin peut exiger des entreprises chinoises qu'elles lui remettent leurs données. Cela pourrait permettre au régime chinois d'avoir un aperçu des chaînes d'approvisionnement, des données commerciales européennes et des vulnérabilités potentielles. Sans oublier les données sur les consommateurs. L'agence belge affirme que Pékin a l'intention et la capacité d'utiliser ces données à des fins non commerciales.
Le mois dernier, Alibaba a fait part de son intention d'introduire la société de logistique à la bourse de Hong Kong. Alibaba et sa plateforme logistique nient toute malversation. Affaire à suivre, restez connectés. Dans les jours à venir, on parlera du positionnement de la Chine face au conflit israélo-palestinien. C'est tout pour moi, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on passe directement au sujet culture, avec aujourd'hui un conseil de lecture. Laissez-moi vous présenter Citadelle de Saint-Exupéry. Cette œuvre rassemble les pensées de toute une vie. Le texte nous est présenté tel quel, sous forme de brouillon, ce qui lui confère une authenticité touchante. L'œuvre présente l'histoire d'un roi berbère qui transmet à son fils et successeur ses valeurs, ses croyances et ses préceptes. Antoine de Saint-Exupéry, sans enfant, a peut-être considéré Citadelle comme son testament, tout comme ce roi transmet son empire à son fils. Ce livre est riche en enseignements spirituels et philosophiques, dont voici une citation. « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Et voilà, c'est sur cette belle parole qu'on termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à demain 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et surtout, gardez le moral.